Vous voici sur la seconde partie vidéo portant sur les films d'horreur inspirés de faits réels. Je vais vous parler de 5 films très différents en termes d'époque, mais aussi de scénario. Donc c'est parti pour 5 salles, 5 ambiances. Beaucoup l'ignorent, mais Massacre à la tronçonneuse est également tiré d'une histoire vraie. Sorti en 1974, le film raconte l'histoire d'une bande de 5 amis qui décident de se faire un petit road trip à bord d'un minibus. Jusque-là, ça semble plutôt cool, sauf que la bande de potes va traverser des endroits pour le moins étranges situés en plein Texas. Et on sait bien qu'au Texas, ça plaisante pas. Donc sur le chemin, les joyeux lurons presque à court d'essence vont s'arrêter dans une ferme isolée pour en acheter à leur propriétaire qui possède une pompe. Sauf qu'ils sont malheureusement très mal tombés et c'est peu de le dire. Ils se font attaquer par un individu masqué, armé, vous l'aurez deviné, d'une tronçonneuse. Ils tentent de lui échapper, mais ils se retrouvent prisonniers d'une famille de cannibales. Ça n'arrive pas tous les jours. Ce film ultra violent est interdit à sa sortie dans plusieurs pays, dont la France. Cocorico. Il est inspiré de l'histoire du tueur en série Ed Gein, qui pillait aussi des tombes pour y déterrer des cadavres. Quel joli hobby. C'est pas commun. Il a sévi dans les années 1950 et était surnommé le boucher de Penfield. Mais pourquoi donc? La police a retrouvé chez lui de nombreux restes humains avec lesquels il confectionnait des costumes. Jean-Paul Gaultier n'a qu'à bien se tenir. Avec les dépouilles, il avait énormément d'imagination. Il fabriquait aussi des objets, des rideaux, des draps, des gants et même des lampes. Et oui, par exemple, avec la peau, il faisait de magnifiques abat-jours. Original comme déco. Le boucher de Penfield eut aussi l'idée de génie de créer un masque avec la peau de l'une de ses victimes. Le décor du film est également inspiré du lieu désertique et reculé où vivaient Ed et sa famille, une ferme de 80 hectares, théâtre de nombreux traumatismes et véritable terrain de jeu pour cette famille pour le moins perturbée où la folie régnait en maître. Cet isolement va s'aggraver puisqu'en seulement quelques années, Ed Gein va perdre un à un tous les membres de sa famille avec qui il a toujours vécu. Son père est le premier à partir suite à une crise cardiaque, suivi par son frère unique Teddy qui meurt 4 ans plus tard dans un mystérieux incendie. Ed n'a jamais pu être tenu responsable de cela, même si les doutes étaient sérieusement permis. À 39 ans, Ed finit donc par vivre seul avec sa mère pendant quelques mois avant que cette dernière ne tombe malade et ne décède à son tour en 1945. Dévasté, il prie pour son retour, préserve les pièces qu'elle fréquentait et finit par laisser libre cours à ses délires. Faut pas devenir vieux garçon, ça peut rendre fou. Et oui, suite à la disparition de sa tendre génitrice, Ed va basculer dans la psychose et la ferme où il a grandi va devenir le temple des atrocités qu'il va commettre. Victime d'hallucinations, il va tuer, profaner des tombes et va même aller jusqu'à déterrer des cadavres. Les cadavres volés et ceux de ses victimes seront recyclés et exposés tels des œuvres d'art de musée dans toute la propriété hormis les pièces qu'avait l'habitude d'occuper sa mère. Un peu de respect pour sa maman quand même. Le célèbre film Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960, s'inspire aussi d'Ed Gein pour façonner le personnage du célèbre psychopathe Norman Bates. Il trouve notamment sa source d'inspiration dans la relation dysfonctionnelle et malsaine entretenue par une mère et son fils. Comme dans le film, Augusta, la mère d'Ed, était une fanatique religieuse mariée à un homme alcoolique. Augusta Gein prenait un plaisir sadique à humilier et à dominer ses 2 fils. En plus de ça, elle leur faisait croire que les femmes n'étaient que de vicieuses pécheresses et que le monde était à craindre car il n'était rempli que d'immoralité, à tel point qu'elle interdisait à ses enfants de se faire des amis de leur âge, allant jusqu'à les punir s'ils n'obéissaient pas à cette règle. Obsédé par cette mère qu'il admire et redoute à la fois, Ed grandit donc en marge des autres, se montre différent d'eux émotionnellement, mais aussi physiquement. À l'époque, il fut même la risée de ses camarades qui le trouvaient particulièrement efféminé, ce qui ne fit que creuser le décalage entre lui et les autres. À 13 ans, il quitte l'école et finit par ne fréquenter que les membres de sa famille. Dans le film Psychose, le personnage de Norman Bates, inspiré par Ed, est gérant d'un motel dans lequel il loge avec sa mère. Cet hôtel appartenait à son beau-père décédé dans d'affreuses circonstances et suite à ce drame, sa mère perdut la raison. Désemparé, Norman Bates, vieux garçon et affectivement immature, s'est senti obligé de prendre la relève tout en veillant sur sa génitrice. Malgré tout, il tient à la prendre en charge et refuse de l'interner, entretenant ainsi leur lien de dépendance quelque peu ambigu et la laissant opérer l'emprise qu'elle a sur lui. Il semble ne pas pouvoir vivre sans elle malgré le contrôle tyrannique et castrateur qu'il subit de sa part. Bates
Yates ne se consacre pas seulement à la gestion de l'établissement et à sa maman, car il a une passion pour le moins particulière qui occupe aussi le peu de son temps libre, la taxidermie. L'hôtel est décoré d'oiseaux et d'autres animaux empaillés de ses mains, ce qui ne lui permet pas d'attirer du monde et la clientèle se fait rare. Je veux pas trop vous spoiler le film, mais Norman va à son tour devenir fou, va assassiner 3 personnes et comme Ed, il se travestira en femme. Et pas en n'importe laquelle d'ailleurs. Je ne peux pas vous en dire plus, mais faites-moi confiance, la fin du film en vaut le détour. Dans ses délires psychotiques, Aiden avait pour habitude de porter les vêtements de sa mère pour se rendre au cimetière où Cécile demeurait. Chaque fois qu'il s'y rendait ainsi vêtu de la sorte, il profanait des tombes à la recherche de cadavres de femmes. Grâce à ce rituel, il pensait probablement pouvoir ainsi ressusciter sa mère ou lui rendre hommage. Comme de son vivant Cécile détestait les femmes, utilisait-il peut-être en effet ce rituel en guise d'offrande tout en espérant la faire revenir à la vie. En tout cas, c'est ce que suggère Harold Chester dans l'analyse qu'il livre dans le documentaire retraçant ses faits sordides. Une partie de Gain cherche à retrouver la présence physique de sa mère à la maison. Il va alors se fabriquer un costume de femme, comme pour en devenir une à son tour. Une veste mammaire avec un torse de femme, des sortes de jambières avec la peau tannée des jambes d'une femme, et il va également récupérer des organes génitaux féminins. C'est ce tueur qui inspira aussi en partie le serial killer James Gumb, surnommé Buffalo Bill, qui apparaît aux côtés d'Hannibal Lecter dans le célèbre film Le Silence des agneaux, sorti en 1991. Tout comme Ed, le psychopathe en question n'est pas né criminel, mais l'est devenu suite à une enfance chaotique et aux nombreux traumatismes qu'il a subis. Son passé a eu une incidence sur sa construction psychique, faisant de lui un homme sadique dénué de toute empathie, un véritable monstre pour la société. Le point commun entre Ed et lui réside surtout dans leur obsession pour les femmes et leur besoin viscéral de les tuer. Ils ont aussi tous les deux l'étrange habitude de se travestir en femme. Mais pourquoi donc? Dans le cas d'Ed, comme il l'a déjà été supposé, nous pensons qu'en faisant ça, il recherchait inconsciemment la présence de sa mère décédée et sans qui il se sentait complètement perdu. Pour ce qui est du cas du personnage de Buffalo Bill, la raison est qu'il veut véritablement se transformer en femme. Dans le film, il commence une procédure de changement de sexe, mais à cause de ses problèmes de santé mentale, l'assistance médicale refuse de la continuer. Frustré et ne parvenant pas à ses fins, il tue des femmes et les dépaisse. À défaut de pouvoir changer de genre, il ôte la peau de ses victimes pour en faire des costumes avec lesquels il recouvre son corps. Il procède ainsi afin de ne faire qu'un avec elle. L'expression se sentir mal dans sa peau prend ici tout son sens. Il insère également un papillon appelé Sphinx tête de mort dans la bouche de ses victimes, car il est fasciné par la métamorphose de l'insecte, métaphore du processus qu'il souhaite vivre lui-même. Ce grand papillon doit son nom macabre au motif recouvrant entièrement son thorax et semblable à la face d'un macabée. On retrouve d'ailleurs l'insecte en question sur l'affiche du film, lui donnant cette dimension intrigante et hautement symbolique. Je ne sais pas vous, mais moi perso, je trouve l'image très forte. Plus qu'un problème de dysphorie de genre ou d'orientation sexuelle, il s'agit ici plus du fait que Buffalo souhaite s'extirper de son être pour vivre une renaissance, devenir un autre que lui-même. Non seulement pour se métamorphoser physiquement, mais aussi pour acquérir le pouvoir de transformation associé à la capacité de la femme à accoucher. C'est un délire bien plus complexe qu'une envie de se travestir ou d'un besoin plus profond comme celui de changer de genre. Ed et Buffalo font tous deux preuve d'une grande créativité dans le recyclage de leurs cadavres, les exposant tels de véritables trophées. Le plus mémorable étant un costume et un masque complet fait avec la peau de l'une de ses victimes. L'autre similitude, pour le coup plus subtile, est l'aspect de leur maison complètement isolée et délabrée. Les couloirs sombres et tordus de l'habitation que l'on aperçoit dans 2 scènes poignantes du film semblent refléter la psyché perturbée de Buffalo. C'est le célèbre réalisateur Fred Hitchcock, qui a d'ailleurs créé le film Psychose dont on a parlé il y a quelques minutes, qui fit du film Les Oiseaux une véritable référence en termes de cinéma d'horreur. Cette œuvre, devenue un classique du genre, est une adaptation de la nouvelle du même nom, écrite en 1952 par une romancière britannique. Dans la nouvelle, il est raconté qu'une nuit, une nuée d'oiseaux se serait cognée aux vitres des habitations d'un village. Mais ce n'est pas seulement cette histoire qui inspira le film. En août 1961, au moment où Hitchcock travaille sur le film, il entend parler d'un surprenant fait divers qui se serait produit dans la ville de Santa Cruz ainsi que sur la côte californienne. Un article publié dans le quotidien local, le Santa Cruz Sentinel, relate en effet des faits pour le moins troublants. Une étonnante et tragique invasion d'oiseaux marins serait venue se fracasser sur les maisons. Il est écrit que les habitants ont été réveillés vers 3 heures du matin par une pluie d'oiseaux se jetant contre leur domicile. Effrayés, les habitants munis de lampes torches se sont précipités dehors pour voir d'où provenaient les bruits. Mais quand ils sont sortis de chez eux, les oiseaux se sont aussitôt précipités vers leur lumière et les gens apeurés ont immédiatement fait demi-tour. Le lendemain matin, des oiseaux de mer morts ou assommés
assommés jonchaient les rues et les plages. Les oiseaux avaient vomi des morceaux et des squelettes un peu partout, laissant derrière eux une horrible et insupportable odeur de poisson. Alfred Hitchcock, qui possédait un ranch dans le Santa Cruz, ville où s'est passé l'événement, appela le journal en question pour lui demander de lui envoyer une copie de l'article. Il s'inspira alors aussi du fait divers pour le film. Dans Les oiseaux, le maître du suspense veille à ne pas donner de raisons ou hypothèses valables qui expliqueraient de manière rationnelle le comportement étrange de ces oiseaux. En procédant ainsi, il voulait donner une dimension surnaturelle et effrayante au film. Selon ses dires, il voulait susciter une peur primitive chez le spectateur, celle d'être attaqué sans avertissement ni motif. Mitch. Comme moi, vous allez sûrement vous demander comment une telle chose a-t-elle bien pu arriver dans la réalité. Un zoologue de l'Université de Californie émit une première idée. Pour lui, c'est le brouillard épais qui enveloppait la côte cette nuit-là, qui aurait désorienté les oiseaux qui cherchaient à se nourrir en mer. Se sentant perdus, ils se seraient précipités vers les lumières des habitations. Mais dans ce cas-là, pourquoi des oiseaux ne viennent-ils pas systématiquement en ville chaque nuit de brume? Moi je dis, cette explication ne tient pas la route. À ce jour, il existe une seule hypothèse scientifique valable. En 2012, après plusieurs années de recul et un fait semblable qui se serait produit au même endroit en 1991, certains spécialistes se sont à nouveau penchés sur le sujet et leur étude a conclu que les oiseaux kamikazes se seraient intoxiqués avec une microalgue, le phytoplancton. Selon eux, la microalgue en question contenait une neurotoxine qui atteignait le système nerveux central de ceux qui l'avalaient. Les poissons s'en nourrissaient et les oiseaux mangeaient les poissons infectés. Une véritable chaîne alimentaire, ou disons mortuaire. À l'époque, ce sont des fuites de faux septiques qui ont permis à cette microalgue de proliférer. Le poison qu'elle contenait pouvait provoquer des lésions cérébrales. Ces dernières provoquaient une confusion, une désorientation et des convulsions menant jusqu'au coma et parfois la mort. Donc finalement, les oiseaux de Santa Cruz, selon les réponses officielles, furent victimes d'un empoisonnement. Mais il y a toujours une question qui me taraude. C'est quand même étonnant que tous les oiseaux aient été touchés au même moment. Ils sont quand même très synchro, je trouve. Surtout que c'est pas le genre d'oiseau qui se déplace en flux migratoire en plus. Et puis genre, ils ont tous été foudroyés dans la même nuit. Ça me paraît bizarre. L'explication scientifique m'a pas convaincue à 100%. Et vous, vous y croyez? Dites-moi dans les coms. La complosphère pense quant à elle que l'hécatombe de tous ces oiseaux découlerait d'une expérience secrète menée par la CIA. Les oiseaux auraient tout simplement servi de cobayes et seraient morts suite à la manipulation de leur environnement. Dans ce cas-ci, des perturbations météorologiques auraient été créées artificiellement dans la ionosphère à des fins hostiles. En effet, l'industrie militaro-américaine testerait depuis plus d'une dizaine d'années des technologies telles des armes scalaires pouvant agir sur le climat. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit ici du projet HARP. Depuis le XIIIe siècle, on a répertorié plus de 400 cas de stigmates dans le monde. Pour ceux qui ne savent pas, les stigmates ce sont des plaies qui apparaissent au milieu des mains, des pieds ou du front, imitant les blessures de Jésus lors de sa crucifixion. Ce qui est assez incroyable, c'est que la personne la plus jeune touchée par ce phénomène fut une fillette de 9 ans, noire et protestante. Pour le coup, c'est quand même assez ironique. L'ouverture de ces stigmates fut observée au microscope. Lors de la montée du sang, il a été observé que celui-ci sortait bien de la peau de ses mains en temps réel. Aucune explication rationnelle n'a été avancée ni par les médecins, ni par les scientifiques et les prêtres. Ils ne trouvèrent pas la raison de ces phénomènes et encore moins leur remède. Les cas de stigmates sont exclusivement concentrés en Europe dans les pays catholiques comme l'Espagne, l'Angleterre ou encore l'Italie, touchant même au XXe siècle plusieurs bonnes sœurs et hommes de foi. Certains cas furent extrêmes. Des stigmates ne se refermant pas et ne s'infectant pas pour autant, saignaient abondamment tous les jours durant tout le reste de la vie des personnes touchées. Cela sans les conséquences que provoque généralement une perte de sang importante et constante, comme l'anémie ou plus grave encore l'hémorragie. Ces manifestations étranges ont donc inspiré le film Stigmata. Ça y est, on y vient. Ce film raconte l'histoire de Frankie, une jeune New-Yorkaise branchée qui mène une vie sans histoire entre son boulot, son compagnon et ses copines de sortie. Jusqu'au jour où sa mère lui envoie un rosaire du Brésil, volé sur la dépouille de l'ancien curé Belo Quinto. Suite à ça, la vie de Frankie va basculer dans l'horreur. La jeune femme sera agressée par une force invisible qui tentera de la noyer dans sa baignoire, la laissant inconsciente et les poignets transpercés. Elle n'aura aucun souvenir de cet événement et les médecins concluront à une tentative de suicide.
Un prêtre scientifique la rencontrera et ses stigmates ne feront que s'aggraver. À sa sortie sur les écrans, le film fut jugé tout simplement abject par l'église. C'est pas un film récent, mais je vous conseille vraiment de le voir. Pas seulement pour l'histoire qui est super intéressante, mais aussi pour la relation ambiguë que vont entretenir l'actrice principale et le prêtre, qui entre nous est un prêtre ténébreux, plutôt pas mal. Et ce que j'ai aussi adoré dans ce film, c'est sa réalisation, car chaque scène a une esthétique bien léchée. La bande son, les effets de caméra, la couleur des images avec le sang qui ressort, tous les ingrédients y sont pour créer une atmosphère mystique et en faire un film qui ne ressemble à aucun autre. Vous allez voir, on ne ressort pas indemne de ce film. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, dites-le moi en commentaire. Le film The Shining, réalisé par Stanley Kubrick, est sorti en 1980. Il met en vedette Jack Nicholson, qui, soit dit en passant, réalise ici un jeu d'acteur de fou. Vous allez comprendre pourquoi. Il incarne le rôle de Jack Torrance, écrivain en herbe et légèrement alcoolique. En panne d'inspiration et en plein sevrage, un poste de gardien dans un hôtel lui est proposé pour la saison hivernale. Le directeur de l'hôtel historique Overlook avertit tout de même Jack que le précédent gardien de l'hôtel, pris par un acte de folie, y a massacré sa femme et ses 2 filles avec une hache. Il aurait fini par se suicider d'une balle dans la tête au sein même de l'établissement où il séjournait avec sa famille depuis plusieurs mois. Jack accepte malgré tout le poste qui lui est proposé dans cet hôtel isolé situé dans les roches du Colorado. Il profitera de sa convalescence et du calme de la saison pour se remettre à écrire. Mais les choses ne vont pas se passer aussi paisiblement qu'il se l'imaginait. Son fils Danny, doué d'un don de voyance, est submergé de visions qui lui permettent de voir et de communiquer avec les esprits qui hantent l'Overlook. Car oui, celui-ci est hanté. Il aperçoit par exemple les jumelles Grady assassinées par leur père à coups de hache dans la salle de jeu de l'hôtel, voit les scènes sanglantes qui ont eu lieu par le passé et y pressent un danger imminent. Le comportement étrange de Danny, sa femme impassible face à cela, l'atmosphère pesante des lieux et la soudaine tempête de neige qui va s'abattre sur la propriété vont aggraver l'état psychologique déjà instable de Jack. Il va progressivement et littéralement péter les plombs contre sa famille. En effet, la santé mentale du père semble se détériorer à mesure que les forces surnaturelles s'intensifient dans l'hôtel. Ce film d'horreur culte est inspiré du roman éponyme du célèbre maître de l'horreur Stephen King, publié en 1977, soit écrit 3 ans avant le film, lui-même inspiré d'une histoire vécue par son auteur. Stephen King raconte avoir séjourné une nuit dans l'hôtel Stanley, situé en pleine montagne et réputé pour être hanté depuis 1911. Selon la légende, l'esprit d'Elizabeth Wilson, ancienne servante du château, se coucherait chaque nuit dans le lit de couples non mariés pour les punir d'avoir couché avant le mariage. Il est aussi dit que certains clients auraient vu des cow-boys pendus au bout de leur lit. D'autres ont également témoigné avoir entendu chanter dans la salle de concert du château et avoir entendu le piano se mettre à jouer des mélodies en pleine nuit. Des bruits de pas, des contacts physiques invisibles et des courants d'air extrêmement froids et inexplicables ont aussi été rapportés au sein de l'établissement. Donc voici ce que raconte Stephen King de son court séjour à Stanley qui le marqua à vie. J'y ai passé la nuit avec ma femme avant la fermeture des lieux le lendemain. L'immense hôtel était désert. C'est le barman de l'hôtel qui m'a inspiré le majordome qui a tué sa femme et ses enfants à coups de hache. Il avait une véritable tête de psychopathe. Il dit ça mais il ferait mieux de se regarder dans un miroir, le Stephen King. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ou alors, j'ose à peine imaginer la tête du gars. Stephen, pour les intimes, raconte aussi avoir vu un enfant courir dans les couloirs, mais le personnel maintient qu'il n'y avait que lui et sa famille dans l'hôtel cette nuit-là. Dans la chambre où il séjournait, il rapporte aussi avoir fait un cauchemar traumatisant, tellement celui-ci était intense pour lui. Je cite: « J'ai rêvé de mon fils de 3 ans, courant dans les couloirs, regardant par-dessus mon épaule, les yeux écarquillés. Il était poursuivi par une lance à incendie. Je me suis réveillée à 2 doigts de tomber du lit. » N'arrivant pas à se rendormir, c'est là qu'il se mit à mûrir l'idée de son prochain scénario, bien évidemment celui de The Shining. Il n'y a passé qu'une nuit et à part ça, rien d'autre ne s'est produit en leur présence. En tout cas, d'après de nombreux clients, les phénomènes paranormaux subsistent encore aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la deuxième partie de la vidéo sur les films d'horreur inspirés de faits réels. En tout cas, c'était un plaisir de vous les partager et je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine.